La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 11 février 2025, dont voici les titres. Après l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a quelques jours, des tensions ont été notées ce mardi à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Les étudiants sortis pour manifester contre des conditions d'études dites précaires ont fait face aux forces de l'ordre, des affrontements et ont fait plusieurs blessés chez les étudiants qui vont partager leurs réactions dans ce journal. Indice de perception de la corruption 2024, la note du Sénégal passe de 43 sur 100 en 2023 à 45 sur 100 cette année. Une progression de 2 points due à quelques réformes initiées par le gouvernement selon Birahim Seck. Mais le coordonnateur du Forum civil partage quelques préoccupations et encourage le président de la République à poursuivre les réformes pour renforcer la bonne gouvernance. Birahim Seck à suivre dans ce journal. Et puis ouverture des journées de réflexion sur la révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale ce lundi à Thiès. Différents acteurs du secteur ont pris part à cet événement et ont tiré un bilan satisfaisant de cette première journée à laquelle le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, Dr Alpha Diallo, a également participé. Le compte-rendu vous sera proposé dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Mardi 11 février 2025, l'université Iba Der Thiam de Thiès a été le théâtre de violents affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Les heures caractérisées par des jets de pierre et tirs de grenades lacrymogènes ont conduit à des tensions accrues dans le campus. Ces derniers réclament la mise à disposition du nouveau pavillon de 1000 lits, mais aussi d'autres préoccupations ont été partagées au micro de notre correspondant à Thiès. Écoutons leur réaction. C'est le minimum quoi. Madame, ce pavillon est depuis nous créé pendant des années, plus de 6 ans. Ce que nous réclamons, c'est le minimum. Depuis la création de cette université, il y a plus de 6 ans. Nous n'avons que 2 pavillons alors que le nombre d'étudiants est assez pléthorique. Ici, on est à l'exigu. Nous vivons des situations difficiles. Malgré le nombre d'étudiants, nous n'avons qu'un resto. Les situations sont catastrophiques. Nous avons des situations humaines. L'université Iba Der Thiam, nous avons un restaurant là. Et chantier depuis 2015. Et depuis 2015, des chantiers à n'en plus finir. Depuis 2015, les travaux sont en cours. Et à chaque fois, les étudiants organisent des fronts pour dénoncer la situation des logements de l'université de Thiès. La situation actuelle est pathétique. On a organisé des 72 heures de grève, des marches pacifiques et des journées sans ticket. Tout ceci pour dénoncer la situation des logements. Ici, on retrouve plus de 4 promos dans une chambre contenant plus de 20 personnes. Nous sommes des êtres humains et c'est anormal. C'est ce qui justifie notre front d'aujourd'hui. Nous, les étudiants de l'université de Thiès, nous sommes des étudiants modèles. Ce que nous voulons, c'est juste qu'ils nous livrent nos chantiers au plus vite possible. Depuis pendant plus de 6 ans, je vais dire. Depuis plus de 6 ans, nous sommes dans l'expectative. Alors qu'il ne reste plus que quelques travaux, notamment l'adduction d'eau, l'électrification. Cela va permettre au moins d'accueillir les nouveaux étudiants qui seront orientés ici. La location en dehors de l'université est extrêmement chère. Il s'y ajoute des problèmes de sécurité car nous traversons la route la nuit pour venir nous restaurer ici au campus. Le syndicat national des gens de mer offshore, pétrole et gaz ont tenu un point de presse pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils annoncent une marche très prochainement à Dakar et exigent du gouvernement l'application de la loi sur le contenu local, la signature de la convention collective, entre autres doléances. Mbaye s'est exprimé au micro de Amsatou Gano. Le premier point, c'est l'absence d'un cadre juridique ou convention collective qui réglemente les relations entre employés et employeurs dans le secteur maritime. Depuis des années, depuis 2021, nous
nous avons assisté à l'avènement de l'offshore au Sénégal. Les fils de ce pays-là sont dans les unités offshore qui opèrent dans les eaux sénégalaises, mais malheureusement, ils sont laissés à eux-mêmes. Pourquoi ils sont laissés à eux-mêmes? Parce qu'il n'y a aucun cadre juridique qui les relie avec leurs employeurs. Le deuxième point va parler de l'application du contenu local. Parce qu'il est inadmissible que l'on parle de chômage au Sénégal, qu'on dise que les jeunes empruntent la voie maritime, les jeunes se suicident dans l'océan, alors qu'il suffit juste d'organiser ce milieu. Il suffit juste d'organiser ce secteur maritime, ce secteur de l'offshore, pour pallier à ce problème de chômage au Sénégal. Dernier point qu'on va aborder, c'est la formation des gens de mer. Un pays comme le Sénégal, qui fait partie maintenant des pays qui produisent le pétrole, qui fait partie des pays qui produisent le gaz, n'a même pas ce qu'on appelle une académie maritime. C'est inadmissible. La formation des gens de mer au Sénégal est tellement limitée que si vous voulez faire des études supérieures, vous êtes obligé de partir en Côte d'Ivoire, vous êtes obligé de partir au Maroc ou même en France pour continuer vos études. Transparency International a publié son classement de l'indice de perception de la corruption 2024. Le Sénégal a gagné 2 points par rapport à l'année 2023, atteignant ainsi la note de 45 sur 100 pour Birahim Seck. Cette progression est due à des efforts consentis par le gouvernement du Sénégal avec des réformes opérées, mais il encourage le président de la République à renforcer les efforts pour la bonne gouvernance, car le Sénégal a certes progressé mais reste tout de même dans la zone rouge, suivant les propos de Birahim Seck qui a été joint au téléphone par Ndelenjay. Les résultats de l'indice de perception de la corruption 2024 publiés partout dans le monde par Transparency International et représenté au Sénégal par le Forum civil montrent que le Sénégal progresse de 2 points par rapport aux résultats de 2023. Donc le Sénégal a une note de 45 sur 100. Cela veut dire quoi? Le Sénégal n'a pas encore la moyenne, mais il a fait une progression de 2 points. Donc le Sénégal reste dans la zone rouge avec une progression quand même de 2 points, donc 45 sur 100. Pour sortir de la zone rouge, il faut avoir une note de 50 sur 100. Maintenant, on peut expliquer cette progression par des efforts qui ont été opérés par les gouvernements du Sénégal. Déjà en 2023, on a eu une modification du code de procédure pénale qui a mis en place le parquet national financier. Nous avions également en 2023 l'adoption en Conseil des ministres des projets de texte modifiant la loi portant création de la FNAC, mais également la loi sur la déclaration de patrimoine. Nous avions également, toujours en 2023, en Conseil des ministres, l'adoption du projet de texte sur le blanchiment des capitaux. Maintenant, ces efforts opérés en 2023 ont été concrétisés en 2024. Ainsi, le Forum civil aussi invite le président de la République à instruire les autorités concernées à faire la lumière sur le ou les propriétaires du compte bancaire contenant 1000 milliards de francs CFA annoncés par son Premier ministre. Mais également, le Forum civil invite le président de la République à structurer, à renforcer davantage la lutte contre les flux financiers illicites, à faire publier l'audit technique et financier sous le pavillon Sénégal réalisé en 2022, donc en matière de pêche, mais également surtout d'accorder une attention particulière aux activités de l'initiative Grand Transfert d'eau initiée par le gouvernement du Sénégal. Le député maire de Agnam Farba Ngom a été à la division des investigations criminelles ce lundi pour recevoir officiellement sa convocation à comparaître ce jeudi devant le collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier. Son avocat, Maître Doudou Ndoye, interpellé sur les raisons de sa convocation, dénonce une procédure floue et une tentative d'humiliation visant à nuire à l'image de son client, suivant les propos de son avocat au micro de notre reporter. Nous avons accompagné M. Mohamed Ngom, dit Farba Ngom, pour relever, c'est-à-dire recevoir un mandat de comparution qui a été envoyé à son intention par le juge d'instruction du pôle financier. Et il doit répondre au juge dans quelques jours. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est le jeudi.
et nous l'accompagnerons. Baboucar Sissé, Alassane Sissé, Abdou Djalikan qui est sur la route de Saint-Louis pour venir à Dakar. Nous aurons l'honneur de l'accompagner pour la protection des droits et libertés que nous accorde notre Constitution. Est-ce que vous êtes venu pour récupérer la convocation? Monsieur Farba Ngom a reçu la convocation, elle est avec lui. Il répondra à la convocation, au mandat de comparution plutôt que convocation. Il répondra à la convocation, mandat de comparution en notre présence, Inch'Allah, dans les prochains jours. Est-ce qu'actuellement vous êtes édifié par rapport à ce qu'on reproche? Personnellement, je ne sais pas encore ce qui lui est reproché. Et je ne crois pas que mes confrères qui sont ici sachent aussi ce qui est reproché à Farba Ngom. Et lui-même ne sait pas ce qu'on va lui demander, ni ce qu'on lui reproche. Alors cela fait 3 mois qu'on court, qu'on saute, qu'on danse, qu'on parle de tout et de rien. Et personne ne sait encore pourquoi cet homme est livré au public. Nous verrons dans quelques jours. La 24e édition de la Semaine nationale de l'école de base a été lancée ce lundi à l'école de formation des instituteurs et filles de Rufisque autour du thème « La consolidation des valeurs civiques, l'école et les forces de défense et de sécurité au service de la nation ». Selon Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'Union nationale des enseignants et enseignantes du Sénégal, l'école de base est le fondement sur lequel repose l'édifice de notre société. Il s'est exprimé au micro de notre reporter Mansour Djassé et Pape Nartegay. C'est une journée quand même importante et qui est dédiée en tout cas à un moment de réflexion, un moment en tout cas d'introspection par rapport à notre déroulé sur le plan scolaire. Et nous pensons que quand même depuis sa mise en œuvre, quand même nous n'avons pu en bénéficier grandement pour l'école sénégalaise. Mais je le dis, vous avez vu qu'il y a une nouvelle innovation du ministère portée par la direction de l'enseignement élémentaire. Et ce qu'il faut noter, c'est que le concept NITE qui aujourd'hui est mis en branle, quand même, est un concept porteur. Parce que nous pensons, à travers ce qui se passe dans notre pays, nous devons tous nous mobiliser pour revenir à l'orthodoxie des valeurs. Parce qu'une société, elle doit s'adosser sur les valeurs. Mais je me réjouis de cette très belle journée et je suis d'avis que quand même cette journée, cette semaine, elle est importante parce que c'est une semaine quand même qui nous permet de réfléchir et, comme vous venez de le dire, d'asseoir une dynamique éducative qui soit portée par un concept appelé NITE et qui n'est rien d'autre que l'introduction des valeurs, la réhabilitation de nos valeurs. Et ça, ce sera très bénéfique pour le peuple sénégalais. Validation de la lettre de politique sectorielle 2025-2029 au niveau du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Des acteurs ont adopté le projet de politique de développement proposé par leur ministère de tutelle pour les 5 prochaines années sous réserve de l'intégration par les autorités des observations et des recommandations faites au cours de la concertation de ce lundi à Dakar. Le compte-rendu est signé Amsatou Gano. Pour doter le secteur de la communication du numérique d'un cadre d'orientation stratégique mieux adapté aux défis des politiques publiques, le ministère de la Communication a organisé un atelier de validation finale de la lettre de politique sectorielle pour l'année 2025-2029. Ce document repose sur une analyse approfondie des forces, des faiblesses, des opportunités et menaces de nos secteurs. Elle s'appuie sur les acquis tels que la régulation de ces sous-secteurs, le développement des infrastructures numériques et la diversification des acteurs. L'objectif de cet atelier est de rendre plus performant le secteur de la communication qui est confronté à de nombreux défis. La lettre de politique sectorielle contribue à relever le niveau de la croissance économique et à satisfaire les besoins des populations. L'objectif, c'est de promouvoir un développement endogène et durable porté par un secteur privé national fort
avec des territoires responsabilisés, viables et compétitifs. Ce document validé par le ministère de la Communication prend en compte les défis à relever, notamment la promotion de l'innovation. Elle prend également en compte les défis à relever, notamment la réduction de la fracture numérique et la promotion de l'innovation, en développant et sécurisant les infrastructures, favorisant ainsi l'accès universel à l'Internet haut débit et en promouvant les services et usages numériques. Le LPS est un document stratégique de planification, un outil de décision, de programme et de suivi-évaluation des actions du ministère. Elle contribue à relever le niveau de croissance économique et à satisfaire les besoins des populations. Et puis, je vous l'annonçais en titre, Thiès a abrité le lancement des journées de réflexion sur la révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale ce lundi. Une rencontre qui a vu la participation des acteurs du secteur. Les membres ont tiré un bilan satisfaisant du premier jour qui a vu plutôt la participation du secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, Dr Alphaba. Suivons le compte-rendu signé Abdoulaye Dieye. Thiès a accueilli les journées de réflexion sur la révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale, l'AOSP, avec la participation des acteurs de ce secteur. Le thème choisi est eau, terre, énergie, forêt. L'objectif est d'analyser les interactions entre ces dimensions afin de formuler des recommandations stratégiques adaptées à la révision de la loi, l'AOSP. J'aurais pu avancer sur l'importance de cet atelier, sur les éléments thématiques. Mais je pense que, comme l'a dit le président de l'association Moucheba, s'il continue dans ses explications, il risque de revenir sur les éléments de panel. Et je pense que le discours prononcé par le docteur Thioye et les éléments prononcés par le directeur des eaux et forêts constituent des éléments de cadrage, de réflexion sur les défis les éléments de réflexion sur lesquels doivent porter cet atelier. Dr Alphaba, secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, venu présider la cérémonie d'ouverture, a manifesté toute sa satisfaction et a encouragé les acteurs à redoubler d'efforts. Pour moi, toutes ces rencontres s'inscrivent dans la dynamique d'apporter des éléments pour alimenter la réflexion et le processus de révision. Nous avions débuté en nous disant que ce sera difficile, mais nous allons y aller. Et c'est l'occasion pour moi, comme je l'ai fait depuis le début, et je le ferai toujours, à chaque fois que nous allons nous rencontrer, de remercier et de féliciter de vive voix les membres du comité qui ont piloté de main de maître ce travail qui nous a permis d'être là où nous en sommes aujourd'hui. La révision de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale qui va déterminer la politique agricole, forestière et d'élevage du pays pour les 5 prochaines années a été lancée à Thiès. Les participants ont tiré un bilan satisfaisant sur le déroulement du premier jour marquant l'ouverture des travaux. Sandiara, où le programme d'addiction d'eau pour 3 villages de la commune a été lancé par le maire Aliou Ning. Ce financement venant de partenaires français est estimé à 70 millions de francs CFA. Cependant, le maire Aliou Ning n'a pas manqué de signaler que beaucoup de villages manquent toujours d'eau. Aliou Ning est au micro de nos correspondants Amour Astousso et Ousmane Bitey. Que nous avons organisé aujourd'hui le lancement des travaux d'adduction d'eau dans certains villages. Un important projet qui va avoir un impact extrêmement important pour ces populations. Ça va impacter 1500 personnes, je pense que c'est extrêmement important, sur 3 villages, à savoir le village de Garadjaher, le village de Loulédia et aussi le village de Kaupol. Pour nous, c'était un symbole de connecter ces villages à l'eau. Comme vous le savez, le village
village de Garadjaher, mais aussi celui de Loulinga, sont juste à côté de la zone économique spéciale. Donc c'était une hérésie que ces villages ne puissent pas disposer d'eau. Et c'était anormal et il fallait le plus rapidement possible mettre fin à cette situation. Le village de Kao aussi, c'est extrêmement important. C'est un village où il y a beaucoup de population qui peulent et comme vous le savez, ce sont des gens qui s'activent dans l'élevage et c'était important avec l'abreuvoir qu'on a mis là-bas que le bétail puisse avoir accès à l'eau. Donc vous comprenez que c'est pour nous aujourd'hui une très grande satisfaction de faire ce lancement des travaux et nous voudrions remercier nos partenaires parce qu'on a eu ce projet grâce au dispositif conjoint franco-sénégalais à travers le ministère des Affaires étrangères français, mais aussi à travers le ministère en charge des collectivités territoriales du Sénégal. Et c'est dans ce cadre qu'on a pu avoir... Cérémonie de passation de service au niveau du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais ce mardi 11 février 2025. Khoureychi Thiam est désormais le nouvel administrateur en remplacement à Sornanat Samb Mbacké. Le nouveau patron du FAISE a adressé ses vifs remerciements à la directrice sortante et a invité tous les membres du fonds à travailler davantage pour mieux promouvoir cette institution réservée aux Sénégalais de l'extérieur. Khoureychi Thiam s'est exprimé au micro de Mam Awassal. Je suis très émue aujourd'hui. FAISE, qui est un fonds d'appui pour les Sénégalais de l'extérieur depuis presque 10 ans. Aujourd'hui, je vais céder ma place à Khoureychi Thiam. FAISE a été créé en 2008 et moi j'ai été nommée en 2013. Donc je peux dire que cette institution, c'est mon bébé. J'adresse mes vives félicitations à Khoureychi Thiam et j'ai vraiment confiance en lui. 2013 ak légui ci la nit ñi xam FAISE. C'est avec humilité et responsabilité que je prends aujourd'hui la parole en tant qu'administrateur du fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. FAISE. Ce moment solennel marque le début d'une étape dans notre engagement collectif au service de la diaspora sénégalaise et du développement économique de notre pays. Notre mission reposera sur 3 principes fondamentaux. Une gestion transparente et rigoureuse des ressources. Chaque franc du FAISE sera investi avec responsabilité et dans une logique d'impact mesurable. Fini le favoritisme et l'opacité. Les financements seront attribués sur la base de critères clairs, équitables et accessibles à tous. Nous mettrons en place un mécanisme de suivi et d'évaluation pour assurer l'efficacité des projets. La communauté de développement de l'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est ont appelé à un cessez-le-feu immédiat au nord Kivu et au sud Kivu et adopté plusieurs plans pour une stabilité durable. Au Niger, l'ONU appelle à la libération de Mohamed Bazoum, l'ancien président, et son épouse Hadiza, renversés par un coup d'État en juillet 2023. À Paris, du nouveau sur le procès de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il était à la barre hier, coincé par des preuves écrites qui démontrent clairement des transactions. Tout ceci dans le round-up de l'actualité internationale proposé par Aïssa Touba. Hors de nos frontières, alors que la situation à l'est de la RDC est au cœur d'une intense activité diplomatique, la classe politique congolaise continue à réagir aux dernières avancées internationales. Pendant le week-end, la communauté de développement de l'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est ont appelé lors d'un sommet conjoint à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel au nord Kivu et au sud de Kivu, en proie au combat opposant l'armée congolaise et ses alliés au M23 et les militaires rwandais. D'autres résolutions ont été prises à l'issue de ce sommet, comme l'organisation de l'aide humanitaire et la mise en place d'un plan de sécurité de Goma. Au Cameroun, comme le veut la tradition, à la veille de la fête de la jeunesse célébrée ce mardi 11 février, le président Paul Biya s'est adressé à ses jeunes compatriotes lundi soir. L'occasion pour le chef de l'État de multiplier ses promesses en termes d'emploi
d'emploi et de formation et de réaffirmer sa volonté de continuer à relever les défis auxquels les Camerounais sont confrontés alors qu'une élection présidentielle est prévue en octobre prochain dans le pays. Au Niger, le président Bazoum est l'otage d'une junte qui s'en sert comme d'un bouclier humain, selon l'américain Red Brody, qui appartient au collectif des avocats qui défendent le président déchu. L'ONU, de son côté, parle de privation de liberté arbitraire et demande la libération immédiate de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, et Khadija Bazoum, son épouse. Le couple est séquestré à Niamey depuis le putsch du 26 juillet 2023. À Paris, Nicolas Sarkozy était à nouveau à la barre ce lundi 10 février au procès du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007. C'était la première fois que l'ex-président comparaissait avec son bracelet électronique posé vendredi dernier suite à sa condamnation définitive. Alors qu'il a continué à assurer avec force que pas un centime libyen n'a abondé sa campagne, Nicolas Sarkozy a parfois semblé plus en difficulté, notamment quand sont évoqués les carnets de Choukri, ex-premier ministre et ministre du pétrole libyen. Ses écrits à la première personne mentionnent au 29 février 2007 3 versements destinés à Nicolas Sarkozy pour un total de 6,5 millions d'euros via 3 canaux. Une autre actualité internationale, alors que les contacts de haut niveau sur la guerre en Ukraine s'intensifient entre Washington et Kiev, le président américain Donald Trump a répété le 10 février sur Fox News vouloir obtenir un accès aux terres rares ukrainiennes, expliquant que Washington devait sécuriser l'argent versé. Faute de certitude sur l'issue du conflit, il pourrait arriver à un accord, il pourrait ne pas arriver à un accord, il pourrait être russe un jour, a-t-il avancé. Et puis sport, constatant le taux d'abandon scolaire. Pour se concentrer sur le football, des jeunes ont initié un tournoi qui va regrouper 12 équipes. Cela permettra de montrer qu'il est bien possible d'allier le sport et les études. Un appel est lancé à l'endroit des parents afin qu'ils puissent accompagner leurs enfants dans un projet football-études. Elhaj Mansour Diagne, team manager de Cœur Major, est au micro d'Astousso et d'Ousmane Biteye. L'initiative de ce tournoi, c'est juste pour un début, pour lancer notre première édition Challenge Études Sport 2025 au niveau du département de Mour, parce qu'on a vu cette filière Études Sport grandir au niveau du département. Donc, cause pour laquelle on a essayé de créer quelque chose pour pérenniser et donner la chance aux jeunes joueurs de pouvoir allier les deux, que ce soit l'étude et le sport. Donc pour au moins pousser les parents à accompagner leur fils pour leur développement et pour leur avenir. Parce que beaucoup de jeunes ont laissé leurs études pour se consacrer au football. Mais malheureusement, avec ces filières, donc, on peut faire revenir les jeunes, donc pour leur faire comprendre qu'on peut allier les deux, études comme sport. Donc c'est pour cela qu'on a organisé ce tournoi pour valoriser le sport en quelque sorte et l'éducation. Merci à Astousso et Ousmane Biteye pour cet élément de sport qui met en terme à cette édition du mardi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.